Pour ce soir, je voulais continuer sur le cours qu'on avait fait il y a 2 semaines de ça, sur les peurs. Et alors, bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous dire que ce serait un cours complet sur les peurs, parce qu'il y en aurait beaucoup à dire, on pourrait passer toute la semaine sur ça. Mais c'est simplement l'idée d'ouvrir déjà quelques portes, de vous permettre d'ouvrir quelques portes, de vous permettre d'avoir quelques réflexions sur ça, et d'anticiper déjà une avancée probable à un changement. Ok ? Pour ce soir, j'avais envie donc, quand on parle des peurs, dans ma vision des choses, mes croyances, on parle de peur physique, peur naturelle, si je peux dire ça comme ça, qui est de l'ordre un chien aboie et hop, on sursaute, on a peur. Qui est de l'ordre que si je vous lance un objet, directement, on a une peur qui vient et une réaction corporelle. Les mains qui se lèvent, on attrape l'objet. Et puis il y a aussi les peurs imaginaires. Quand je dis les peurs imaginaires, c'est très simple. Notre cerveau, il fait que d'apprendre finalement. Depuis la nuit des temps, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est bébé. Je vous donne une image. Imaginez que vous êtes bébé et il y a un gros livre devant vous. C'est le vôtre. Et il y a écrit le livre de la vie de votre cerveau et de vous. Et chaque fois que vous faites un pas, une page s'écrit. Alors vous êtes tout petit, vous êtes neutre, vous êtes blanc, les pages sont blanches. Puis vous allez rencontrer la douleur et ça va créer une expérience, une situation qui va créer de la douleur et qui va s'intégrer au niveau du cerveau. Et de fil en aiguille comme ça, vous allez commencer à apprendre ce que c'est la joie, la tristesse, les peurs, les blessures, mais aussi la mélancolie, le désir, les fantasmes, toutes sortes de choses comme ça, l'apprentissage, les défauts, la défaite, pouvoir se relever. Et en fait, chaque fois, on va créer en fait un apprentissage via une situation précise, un contexte. Et notre cerveau, il fait que ça depuis la nuit des temps. Et pourquoi il nous fait ça ? Pour notre survie, avant tout. C'est soit pour sécréter des hormones de plaisir ou des hormones de peur, de stress, et on s'éloigne. Là où ça devient intéressant, c'est que la peur physique ou naturelle, si je peux dire ça comme ça, et la peur imaginaire vont transmettre le même message au niveau de notre cerveau. En fait, notre cerveau il va transmettre le même message. Prenons un exemple. Vous êtes au-dessus d'un immeuble et vous regardez le vide. Vous avez peur. Et vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes en face du vide. Vous allez ressentir la même peur, peut-être moins, si vous êtes dissocié ou associé, ça dépend. Mais on a repéré avec les IRM que le cerveau envoie le même message. Et il va activer en fait les glandes surrénales, c'est-à-dire c'est les glandes qui sont près des reins. Il va les activer pour les ouvrir en fait, pour faire passer du glucose pour le corps. Il va aussi envoyer un message pour envoyer en fait une substance qu'on appelle l'adrénaline pour activer le corps. Et comment il va activer le corps ? Il va l'activer avec ce qu'on appelle les 3 F, freeze, fly, fight. Ce qui veut dire soit j'ai peur, je me fige, comme les animaux, soit j'ai peur, je fuis, soit j'ai peur, je me prépare au combat. Et l'hormone de l'adrénaline va nous préparer à ça. Maintenant, quand on parle de peur, moi j'aime bien aussi lier ça à la personnalité. On a tous une personnalité qui nous définit plus ou moins. On a tous une personnalité qui est un peu plus prononcée que d'autres. Et je trouve que cette personnalité, les personnalités, sont étroitement liées aux blessures. Les blessures qu'on a. Pour vous donner quelques exemples comme ça, je pense que vous avez déjà connu des personnes qui sont dans une personnalité assez contrôlante. Elles ont besoin de contrôler les choses, c'est vous ou non, vous n'allez pas me manipuler. C'est moi, je contrôle toute ma vie, je sais les choses, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bizarrement, ces personnes-là, elles arrivent à tout contrôler autour d'eux, mais elles n'arrivent pas à contrôler le problème qui fait qu'elles vont mal. Ce trait de personnalité qui est vachement prononcé,
Pour certaines personnes, on a tous plus ou moins ce trait de personnalité en nous. Mais je parle pour les personnes qui sont assez prononcées. Hein. Ça cache souvent une blessure de trahison. Souvent, on s'est senti trahi, peut-être dans une situation d'enfance, peut-être un peu plus ou moins, on ne sait pas. Hein. Et comme je me sens trahi, je vais contrôler les choses. Ça peut cacher aussi, on va dire, une blessure de rejet. Je contrôle tellement les choses parce que j'ai été rejeté que je ne veux plus me faire rejeter. Je ne veux plus avoir mal. C'est souvent lié. Si on va voir, et je pense que dans notre entourage, on a déjà vécu aussi ça, les personnes qui sont, vous savez, dans l'empathie, ils veulent tout donner, ils sont là, ils sont, oh, je suis vraiment dans l'émotion, on dit 2-3 mots, on a déjà les larmes aux yeux, ou ah mais ça fait 2 semaines que je vous ai pas vu, je suis heureux d'être là avec vous, si et ça, qu'ils ont cette émotion qui s'exprime tellement. Ils sont dans l'empathie, limite dans la dépendance de vouloir donner. Ça cache souvent des situations d'abandon dans leur enfance. Souvent, ces personnes ont eu peut-être un ressentiment d'être abandonnées. Quand je dis un ressentiment, je mets ce mot-là pas pour rien. Imaginez, je suis enfant, et alors petit, 3-4 ans, puis là, j'ai fait un dessin. Voilà. Et je sollicite ma maman. Maman, regarde, j'ai fait un beau dessin, ci et ça. Et puis ma mère est en train de parler avec quelqu'un, ou elle est en train de faire quelque chose. Et puis elle me dit, oui, attends, pas tout de suite. A priori, c'est une situation banale comme une autre. Mais suivant l'interprétation que moi je donne à cette situation, alors il peut se créer une blessure. Je pourrais l'interpréter d'une situation de ma maman est en train de faire quelque chose et j'attends et puis elle va revenir. Mais à l'inverse, je pourrais aussi interpréter cette situation qui est là devant moi comme propre à l'abandon. Ma mère est en train de m'abandonner. Ou même comme le rejet. Ma mère est en train de me rejeter. Parce qu'elle ne prête pas attention à moi et elle doit finir ce qu'elle a à faire. À partir de là, il peut se créer une blessure dès l'enfance. Bien sûr, c'est une généralité, ce que je dis. Il peut avoir des autres façons dans la vie de tous les jours. J'ai déjà analysé. Ouh, super. Tiens, prenons les personnes qui sont dans l'analyse. Souvent, les personnes qui sont dans l'analyse, qui cachent ce gros trait d'analyse, ils analysent tellement les choses qu'ils sont dans la fuite. Tellement. À un tel point que ça cache une blessure de rejet. Ce qui veut dire, j'ai sûrement été rejeté dans mon enfance, ou dans une situation quelconque. Et comme ça m'a fait mal, j'ai plus envie de revivre ça, je vais analyser tout. Je vais tellement analyser les choses pour, au cas où, je me mets en retrait. Et comme ça, je ne peux pas me faire rejeter. C'est-à-dire que je rejette moi avant l'autre. On voit souvent ça quand on est dans les écoles, les maternelles, les primaires. Souvent, les enfants qui rejettent les autres, c'est qu'eux se sentent déjà rejetés. Ce qui veut dire, vous savez, le fameux proverbe « ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi ». En fait, c'est déjà biaisé. Parce que la personne fait exactement ce qu'on ne veut pas qu'on lui fasse. Si moi, j'ai une blessure de rejet et que je n'ai pas envie qu'on me rejette parce que ça me fait mal, ce qui est logique, je vais d'abord vous rejeter vous. Comme ça, je suis sûr que je vous ai déjà rejeté. Donc vous ne pouvez pas me rejeter. Je l'ai déjà fait. On voit souvent ça au niveau, à l'école, au niveau des enfants. Comment vous vous estimez, vous? De quelle manière vous pouvez vous estimer? Et si votre estime a descendu à un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, il a descendu? Je veux dire, un enfant, il s'estime, il ne se pose même pas la question. Il s'estime. Prenons les personnes qui sont dans la dépendance, par exemple, dont je veux donner pour les autres, je veux montrer que je suis là. Qu'est-ce que ça dit sur eux? Si ce n'est justement cet amour, ce besoin de « regardez-moi, je suis là ». Mais souvent, ils devraient se questionner aussi sur la façon dont ils s'aiment eux-mêmes. Comment vous vous aimez vous-même? De quelle manière vous pouvez vous aimer vous-même? De quelle manière vous pouvez vous donner aussi à vous-même?
Parce que souvent, c'est des personnes qui donnent tellement aux autres qui ne donnent même pas à eux-mêmes, à soi-même. Mais il y a aussi un partage. On peut donner aux autres, je suis d'accord. On peut aussi donner à soi-même. Ou on peut aussi se sentir bien quand on donne aux autres. De quelle manière vous vous aimez vous-même ?